Allez, c'est parti. Du coup, dans cette session, on va avoir des petites révisions sur certains trucs qu'on a déjà vus. Et ensuite, on va avoir des petits tests de calcul. Alors, en vrai, moi, j'en ai pas vu des aussi compliqués que ce qu'on va faire. Mais je trouve qu'avec les calculs, ça permettra d'un peu mieux comprendre ce qu'on aura vu. Ok. Donc, il ne faudra pas se stresser sur le fait « Ah, je ne sais pas faire tous ces calculs-là ». Il faudra comprendre les grandes idées et j'essaierai d'appuyer sur ça. Donc, il ne faudra pas stresser par rapport au calcul. Je le dis parce que ça peut faire peur, mais en fait, avec des dessins, ça passera. Ok. Donc, on va parler de l'atmosphère standard. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est l'atmosphère standard? Alors, l'atmosphère standard, en gros, donc là, je ne vais pas tout écrire, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut dire que l'atmosphère, elle varie tout le temps. La pression, la température et tout ça. Et donc, il fallait un point de comparaison pour tout le monde. Pour pouvoir dire, si je suis dans les mêmes conditions à droite et à gauche, on serait comme ça. Comme j'ai une petite différence par rapport à ça, je peux en déduire que. Comme ça, tout le monde compare par rapport au même truc. Donc dans l'atmosphère standard, ça permet on récupère en fait le truc moyen sur l'année d'un peu partout. Et ça nous donne un point de repère pour tout le monde. Comme c'est la moyenne, tout le monde va se comparer par rapport à ça. Il y a des paramètres à retenir, donc là on ne les voit pas très bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis... Donc je vais le faire ici. Donc ça c'est absolument à retenir. Donc je te le dis parce que c'est... Donc pour l'atmosphère standard, on a ça. Pour l'atmosphère standard, on a au niveau de la mer, donc c'est ce qu'on appelle le Z égale 0, d'accord? On a une certaine température, une certaine pression. La pression, qu'on appelle P0, c'est 1013,25. 1013,25 hectopascal. Ok. Deuxième élément important, on suppose qu'en moyenne, du coup, c'est 15 degrés Celsius. Ok. Et aussi, il me manque un dernier truc, c'est que l'air, il pèse, c'est ce qu'on appelle la densité volumique de l'air, il pèse 1,225 kg par mètre cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un cube de 1 mètre sur 1 mètre, et comme c'est un cube sur 1 mètre, ça pèse 1,22 kg. L'air pèse en fait. Ok. Et la pression qu'on a là, c'est en fait, imagine que tu as de l'air tout au-dessus de ta tête. Enfin, tu en as partout. Oui. Bah, si je prends une colonne, la colonne qui est au-dessus de moi, elle pèse sur ma tête. Plus je suis en hauteur, moins j'ai d'air au-dessus de ma tête, donc moins j'ai de pression. Donc ça, il faut le retenir, c'est que plus je vais monter en altitude, moins j'aurai de pression. Tu vois l'idée ou pas? Oui, oui. Ok. Donc du coup, ça c'est un truc qui est important à retenir. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Hop. Bonjour Thomas. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il faut savoir convertir les températures qui sont en degrés Celsius par rapport à des degrés Kelvin. Est-ce que vous connaissez un peu la formule de passage? Comment on calcule des degrés Kelvin? Non? Alors, ça c'est une petite parenthèse, mais là, elle n'écrit pas bien mon stylo. Quand j'ai la température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. Voilà, ok. Donc si je fais le calcul ici, quand je suis à 15 degrés Celsius, je fais 15 plus 273,15, ça me donne, en fait, c'est égal à 288,15 Kelvin. Vous connaissez les Kelvin ou pas du tout? Pas du tout. Alors, en fait, pour les températures, on a plusieurs échelles qui existent. Vous avez peut-être déjà entendu parler des degrés Fahrenheit. Ouais. Et les Kelvin, c'est une autre échelle de mesure. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 des formules scientifiques, on ne calcule jamais en degrés Celsius, on calcule tout le temps en Kelvin. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse, mais il faut savoir le faire. Donc ça, c'est une formule qu'il faut marquer quelque part. Je calcule une température qui est en degrés Celsius, je l'amène en Kelvin en faisant plus 273,15. Ok? J'espère qu'on y voit. Est-ce que vous y voyez là-bas? Ouais, vous y voyez, c'est bon. Dans le chat, vous y voyez à peu près, c'est bon? Ok. Donc ça, c'est l'atmosphère standard. Elle fait ça. Ça, c'est les 3 paramètres de l'atmosphère standard. En vrai, ceux qui sont vraiment utiles à connaître par cœur,
pression et température, il faut les connaître. Ok. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je monte en altitude, donc si je regarde par rapport à l'altitude, hop, je suis au niveau de la mer là, hop, donc ce qu'on appelle le Z égale 0, hein, j'ai une certaine température, par exemple de 15 degrés Celsius. Ben, si je considère que l'atmosphère elle est standard, à chaque fois que je fais ici 1000 feet, je perds 2 degrés, moins 2 degrés Celsius. Ok. En 1000 feet, je perds 2 degrés Celsius. Ou, si je l'avais fait en mètres, quand je fais pour 1000 mètres, alors attention, 1000 mètres, je ne sais pas si vous vous souvenez combien ça fait, un mètre par rapport à des feet. Un mètre, c'est 3,3 feet. Ouais, c'était 3 et quelques, ouais. On fait à peu près 3. Ben là, ça fait du moins 6,5 degrés Celsius à chaque fois. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand je suis en l'air, pour chaque 1000 feet, je perds 2 degrés. Alors attention, ça compte que pour nous, nos espèces aériennes à nous. Hein. Quand on va beaucoup plus haut, c'est plus du tout les mêmes règles. Mais comme on n'est pas dans des fusées, ça reste à peu près vrai. Si on faisait des fusées, il faudrait compter que quand on traverse l'atmosphère, il se passe plein d'autres trucs, bref. Ok, donc pour nous, 2 degrés tous les 1000 feet ou 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Ça, c'est des valeurs à connaître, c'est ce qui sert à faire les calculs en fait. Ok, ces trucs-là. Ça va, à peu près? Oui. Et du coup, l'autre truc qu'on peut retenir, c'est que tu es d'accord que comme j'ai moins d'air au-dessus de ma tête quand je suis monté en hauteur, la pression, elle sera plus petite aussi. Oui. Donc là, je pars, normalement ici, je suis à P0 qui valait 1013,25 quand j'étais au niveau de la mer. Et à chaque fois que je vais faire, il est où? Il est écrit tout en bas. Ah merde, tu le vois pas. À chaque fois que je fais 28 feet, alors je ne peux pas le faire facilement, mais 28 feet, je perds ici 1 hectopascal. Tous les 28 feet. Donc c'est-à-dire pour 1000 feet, bah, il faut que je fasse fois 1000, je perds 2800. Non, pour 1000 feet, il faudrait que je fasse 1000 divisé par 28 fois 1. Ok, il faut faire un produit en croix quoi. On va le faire de toute façon tout à l'heure, t'inquiète pas. Hop. Est-ce que ça va l'idée à peu près? Donc ça, cette idée là de je perds 1 hectopascal tous les 28 feet, il faut le retenir parce que c'est ce qui va nous servir aussi, un petit peu après. C'est bon? Ces valeurs-là, tu vas voir, quand on va refaire les calculs tout à l'heure, on va s'en resservir. Ok? Donc là, c'était pour l'atmosphère standard. En fait, ça, c'est les règles de... Quand je suis en atmosphère standard, c'est le cas idéal, on va dire. Ça varie comme ça. Ça nous permet d'avoir des ordres de grandeur de variation pour compenser, parce que les instruments, ils ne sont pas toujours précis, et donc il faut que je pense à compenser certains éléments. Ok? On va en parler juste après. Voilà. Donc ici, ce qu'il nous propose dans le PowerPoint, c'est de tracer ici la température en fonction de l'altitude en pieds. D'accord? Donc par exemple, quand je suis à 1000 pieds, donc quand j'étais à 0 pieds, j'étais à 13. D'accord? Non, 15, pardon. J'étais à 15. Et quand j'ai avancé de 1000 pieds, comme on a dit 1000 pieds, je perds 2 degrés. Je suis à 15, moins 2, 13. Et ensuite, on descend, on descend, on descend. Okay? Là, c'est en mètres, pardon. Donc comme c'est en mètres, on a perdu 6,5. C'est pour ça que ça fait 6,5. Ok. Donc ça dépend de l'échelle qu'il y a ici, mais on s'en fout de cette échelle. Nous, on fera le lien. Et pareil pour la pression. La pression en hectopascal, ça diminue comme ça en fonction du truc. Ok? Voilà à peu près l'idée. Maintenant, on va reparler des calages altimétriques. Alors, est-ce que tu te souviens de ce que c'est l'altimètre? Qu'est-ce qu'il nous affiche? L'altitude. Ouais. Alors, oui et non. Ça dépend. Il nous affiche effectivement un chiffre. Donc l'altimètre, il se présentait comme ça, avec, il y a même plusieurs aiguilles, théoriquement. Ok. Bon, ok, et ensuite? Avec des mètres ou alors des feet. Voilà, il est soit en mètres, soit en feet, ça dépend des altimètres, mais souvent ils sont quand même en feet. Ok. Et surtout, ici, il y a une petite fenêtre qu'on vient régler quand on va décoller, ok, qui nous donne la pression actuelle.
Et avec une petite molette là qu'on va tourner, ça permet de venir ici caler correctement l'altimètre. Par exemple, on avait 3 calages. Est-ce que tu te souviens des 3 calages? On en avait parlé. Alors, je vais donner un exemple. Ah oui, celui de la piste. Ah, voilà. Donc, le calage de la piste, est-ce que tu te souviens comment il s'appelle? Non. D'accord. C'est ce qu'on appelle le QFE. Ça veut dire quoi? Ma piste, aujourd'hui, je regarde les bulletins météo, on me dit, j'ai un QFE de 1024 hectopascales. Je prends, quand je suis sur ma piste ici, je mets ici 1024. D'accord? J'ai fait ce qu'on appelle un calage QFE. Ce qui veut dire que mon avion, ouais, c'est toujours autant une patate, hein. Quand je serai en l'air, qu'est-ce qui va m'afficher sur mon cadran si j'ai un calage QFE? Donc ici, si je suis au calage QFE, il m'affiche 0. Oui. Quand je serai en l'air, si j'ai un calage QFE, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Moins. Non. Alors, il va m'afficher, oui, ici, je l'aurais réglé à 1024 par exemple. Donc, il va m'afficher si je suis à... Allez, on va faire un exemple. On va dire que je suis à 280 feet de haut. Ok? C'est un peu bizarre, c'est pour faire simple, hein. Non, je vais faire 560. 560, c'est pour faire plus simple. 560 feet, je sais que j'ai perdu combien quand je fais ici? Ben, je sais que quand je fais 28 feet, je perds 1 hectopascal. Et moi, je cherche pour 560 feet, combien j'en ai perdu? 28 divisé par 560. Non, l'inverse. 560 fois 1 divisé par 28. Je fais la diagonale complète divisée par l'élément de l'autre diagonale. Donc ici, ça fait 560 fois 1 divisé par 28. Ça me fait 20. D'accord? Donc si ici j'étais à 1024, ici dans ma petite fenêtre, en fait il va m'afficher 1004. Parce que j'ai perdu 20 hectopascales. Ok? Et l'altitude qu'il va me donner, en fait c'est pas une altitude, c'est une hauteur. C'est ce qu'on appelle une hauteur. Ouais. Donc là ici il va me donner la hauteur. Et effectivement la hauteur c'est par rapport à la piste. Ok? Ça va? Très bien. Je refasse ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai un deuxième calage qui s'appelle le calage, où il est par rapport à quoi en tout cas? Il est par rapport à la mer. Donc si je fais ma mer, alors attention, hein, la mer, je vais dire que c'est là. C'est ce qu'on appelle le calage QNH. Donc là, on va supposer, au niveau de la mer, on était à 1032. Je fais n'importe quoi, hein. Ça dépend de mon altitude, de ma piste, tout ça. Bon, je vais dire que c'est 1032. Ce qui veut dire que quand je suis sur mon aérodrome, quand je fais mon calage QNH, donc ici, je m'étais mis, alors je refais, hein. Là je m'étais mis à 1024 et je suis à 0. Yes, super. Pas grave. Et là je suis à, du coup, il va m'annoncer 560. Ok? Si je fais mon calage QNH, quand je suis sur la piste, je viens me caler à 1032. Ok? Ça me permet de dire, mon truc, il est calé le 0 quand je suis à 1032. Ouais. Et donc du coup, théoriquement, quand je suis ici, donc je le règle le 0 à 1032, le problème c'est que moi ici, je suis pas à 1032. Je suis à 1024. Donc en fait, mon calage, c'est comme si ici, quand je suis à 1032, je suis à 0. Et donc, ici, quand je serai là-haut, en l'air, bon, mais on va supposer que je suis toujours à 1004, hein, ça n'a pas changé. D'accord? Oui, par l'addition de 2. Exactement. En fait, on va devoir regarder, pour passer de 1032 à 1004, combien j'ai fait de sauts. D'accord? Bon, voilà. Ce qui va m'afficher ici, ce sera plus 560, ce sera peut-être 620, j'en sais rien. J'ai pas envie de faire les calculs là, hein, c'est juste pour donner l'idée. Mais en gros, ce qui va m'afficher, ce n'est plus la hauteur, c'est ce qu'on appelle l'altitude. Calage QFE, il me donne la hauteur. C'est la hauteur sous-entendue par rapport à la piste et par rapport du coup au sol de mon aéroport. QNH, c'est par rapport à la mer. Il reste un troisième calage.
Alors, ici, je suis obligé de le placer au-dessus, mais il pourrait être en dessous, ça dépend. Ce qu'on appelle le calage standard. Calage standard, je me cale sur quoi? Je me cale sur le P0 de mon atmosphère standard. C'était combien? 1013,25 hectopascal. Alors, le truc, c'est que ce calage standard, il peut être des fois au-dessus, des fois en dessous. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est juste que il me donnera ici ce qu'on appelle un niveau de vol. Alors, dans quel cas on utilise quoi? Alors, en fait, c'est pas très compliqué. Le QFE, j'utilise quand je fais des tours sur mon aérodrome que je suis en train de voler plutôt en local. Parce que globalement, je ne vais pas rencontrer des avions qui viennent de loin. Donc, on aura tous le même point de référence, celui-là. Celui-ci, c'est bien quand je change de région, quand je vais faire des voyages nationaux, par exemple, parce qu'il faut quand même qu'on ait un point de référence commun. Un peu. Par contre, quand je fais des très longs voyages d'un continent à l'autre, et quand j'ai des avions qui sont très hauts dans le ciel, le niveau de la mer, on s'en fout un peu. Et il faut qu'on soit tous calés par rapport à un niveau standard commun, parce que la pression, comme elle dépend aussi de la température, s'il fait plus chaud dans mon pays que dans le pays du voisin, quand je vais arriver chez lui en ayant un niveau de vol différent, en fait, on serait à la même hauteur sans le savoir. Parce que moi, j'aurais dévié, et lui, voilà. Donc, calage standard, c'est quand on fait des vols, des niveaux de vol sur des très longs trajets, en gros. Hein. Donc là, si on veut donner une idée, niveau aérodrome région plutôt, et là, niveau national ou international. À peu près, hein, ça donne des idées. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle les niveaux de vol? Si je te dis, je suis à un niveau de vol, je suis à 3100 pieds. Ou Emma et Thomas, hein, si vous voulez. Quand je dis que je suis à un niveau de vol de 3100 pieds, on l'appelle comment? On l'appelle le niveau de vol FL 31. FL, c'est pour Flight Level, niveau de vol. Flight Level. 31 parce qu'en fait, c'est des centaines de pieds. Si je regarde, c'est 31 fois 100. Donc c'est le niveau de vol 31. Ok? Ça va à peu près l'idée? Voilà. Donc là, encore une fois, on reprend, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est QFE, c'est par rapport à la piste, ça me donne une hauteur. QNH, c'est par rapport à la mer, c'est ce qu'on appelle l'altitude. Il faut bien séparer les deux mots, parce que comme ça, on est sûr de, quand on parle d'une altitude, on sait qu'on parle du QNH par rapport à la mer. Et quand on parle d'une hauteur, on sait qu'on parle par rapport au sol et donc par rapport au QFE. Même si je peux mélanger un peu après les réglages, mais quand on parle de ces mots-là, il faut être précis. Ok? Je vous le dis parce que moi, je faisais cette erreur aussi. Hein. Okay. Et oui, Emma, du coup, effectivement, quand j'ai des niveaux de vol, là, on va faire des vols, ce qu'on appelle en palier. C'est-à-dire que mon but, c'est que mon altitude, elle ne change pas, idéalement. Ok. Voilà, 3 calages possibles qui ont des utilisations différentes que je règle au moment du décollage. Ok. C'est bon? Donc ici, si je fais mon réglage à 1032, eh bien, il va m'indiquer, quand je suis au niveau de mon aéroport, il va me dire « Ah, ton aéroport, il est au niveau de… là, si j'avais fait 620 et là, j'avais fait 560. Si j'étais logique pour ce truc-là, ça ferait 40, 60. » Bon, c'est pourri, hein, mon exemple. Mais dans l'idée, en fait, ici, j'ai 60 feet. Et quand je me cale à 1032, comme on est à 1024, il m'annoncerait ici un 60 feet. Voilà, en gros. Ok ? Ça va à peu près l'idée? Ok. Ça va pour ceux qui sont en ligne aussi? C'est à peu près clair cette histoire des 3 calages possibles? Ouais. Thomas aussi, c'est bon? Je sais pas s'il regarde ou pas. Bon, on va dire que oui. Donc là ici, je passe les diapos. Hein. C'est ce que je vous ai expliqué en moins clair, je pense. Ok. Voilà, et les niveaux de vol. Donc là, il y a un schéma. Je trouve que le mien était pas si mal. Bon, il y a des couleurs au moins ici. Ok. Alors, ce qu'il faut bien voir maintenant, c'est que quand je suis en l'air, le problème, on a dit tout à l'heure que quand je monte en altitude, la température change. Ce qui veut dire que la pression, elle change aussi.
Donc en fait, mon altimètre qui mesure la pression, plus je monte en hauteur, plus il fait froid, plus il va tendance à se tromper. Et quand je passe d'une région à l'autre, s'il fait plus chaud d'un endroit ou un autre, qu'est-ce qui va se passer? L'air il se comprime ou il se dilate, et du coup mon altimètre il va se tromper. Donc il faut penser que quand je suis avec un altimètre, la valeur qui est affichée, c'est pas forcément la valeur réelle par rapport au sol. Ok, il peut y avoir un écart. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu maintenant. Ah oui, ces éléments-là, ils sont donnés, c'est ce qu'on verra dans le prochain module. Je suis désolé avant d'effacer. Ils sont donnés dans ce qu'on appelle le METAR. Le METAR, c'est un peu comme un bulletin de météo qui nous donne la direction des vents à plein d'endroits et aussi les pressions, des pressions qui nous intéressent pour pouvoir caler notre altimètre au départ. Voilà. Donc, en termes de sécurité, altimétrique, comme la température et la pression changent, du coup il faut faire une petite correction. La correction, c'est ça. La hauteur vraie, c'est la hauteur indiquée fois un facteur, et ce facteur, c'est la température vraie sur la température standard. Ok? En gros, on fait une sorte de proportionnalité. Si j'ai changé de 2 degrés, il faut que je change de 2 degrés. En termes de pourcentage, il faut que je change du même pourcentage pour ma hauteur. Voilà, on dit que c'est à peu près proportionnel. C'est une approximation, il y a des formules plus précises, mais pour le BIA, vous n'avez pas besoin de formules plus précises. D'ailleurs, celle-là, je ne sais même pas si vous en avez besoin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire un petit exemple. On vole à une altitude de 5000 pieds, la température extérieure est de -5. Quelle est notre altitude vraie? Alors déjà, il faut essayer de voir un peu ce qu'on nous donne. La hauteur indiquée, c'est quoi? Est-ce qu'on la connaît? Oui, 5000 pieds. 5000 pieds. La température vraie? -5. -5 degrés Celsius. Et la température standard? 15 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il faut toujours être en Kelvin. Eh oui. Donc il faut à chaque fois que je vienne ici rajouter quoi? 273,5. 273,15. 15, oui. Plus 273,15. Ça me donne les vraies températures. Donc là, je suis à 288,15. Et là, je deviens 273 moins 5. 268,15. Si je ne me trompe pas. C'est ça? Ouais. Ok. Donc là, ici, je vais faire mon calcul. 5000 fois 268,15 sur 288,15. Ça, on sort la calculette. Hop. On va essayer de le faire. Je sais pas si tu en as une ou pas. Je l'ai pas appris. Divisé par 288,15. Hop. Ça nous donne. Hop là. Ça nous donne 4652,95. C'est-à-dire qu'en fait, ma hauteur vraie, j'ai l'impression d'être à 5000 pieds, mais je ne suis qu'à 4652 ou 53 pieds. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. Eh bien, c'est pas forcément grave pour l'instant. Mais imagine, on me dit j'ai un obstacle qui est à 4600 pieds ou à 4700 pieds. Ici, j'avais 300 pieds de marge de manœuvre. Pas trop mal, ça fait 100 mètres de haut à peu près, si on arrondit. Ici, ça passe pas, hein, je me le mange. Donc c'est important parce que quand on va préparer le vol, on va se dire, mes obstacles sur ma route, oula, à cet endroit-là, je vois que j'ai une grosse montagne. Donc il faut que mon niveau de vol soit au-dessus de cette montagne. Et sur le moment, on a plein de choses à gérer, donc pour être sûr, dans notre plan de vol, on va prédire, on va se dire, ah j'ai un obstacle à 4500, je prends une marge de manœuvre de 500 pieds, je passe à 5000.
Bah ici, je suis plus à 500 pieds de marge de manœuvre, j'ai plus que 150 pieds de marge de manœuvre. Ce qui en hauteur fait 50 mètres, un peu moins de 50 mètres. C'est plus autant. Ok. Il suffit qu'il y ait un peu de vent, qu'il y ait d'autres trucs qui perturbent, ben c'est plus beaucoup. Donc ici on nous dit sur le trajet, le plus haut sommet a une altitude de 4500 pieds. Là, on avait une marge de manœuvre de 500 pieds, quelle est la nouvelle marge de manœuvre? 153. 153 pieds. Ok, tu as fait 4653, ma hauteur vraie, égale, voilà, moins la hauteur de l'obstacle. Obstacle. Ce qui me donne 153 pieds. Et du coup, ben, c'est pas aussi terrible que ce qu'on aurait voulu, quoi. Ok. Alors, c'est pas grave, mais bon, là, il y a tous les calculs. Hein. C'est moins clair que ça ici. Mais bon, c'est l'idée. Ok. Ensuite, si l'atmosphère est chaude, alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, la hauteur réelle, elle est plus importante si l'atmosphère est chaude. Ici, j'ai un truc positif. Donc ça, c'est plus grand que 1. Et donc la hauteur vraie, elle est plus grande que la hauteur indiquée. Donc je pense être à 5000 pieds, mais en vrai, je suis à 5200. Est-ce que c'est grave? Non, je passerai plus loin des obstacles, c'est pas critique. Ok. Par contre, s'il fait froid en hauteur, et bien dans ce cas-là, c'est un peu problématique parce que je pensais être à 5000, je ne suis qu'à 4653, et dans ce cas-là, ça peut être dangereux. Okay. Donc il faut y penser, quand on va faire des voyages, si je rentre dans un endroit où il va faire plus froid, il faudra que je pense que je perde la hauteur à cause de mon instrument qui ne m'indique pas la bonne valeur. Voilà. On refait un petit exo. Maintenant, cet exo-là, il est sur le QNH et le QFE. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser 2-3 minutes pour chercher. Ok. Et on refait la correction juste après. D'accord? Donc, hop là, je vous ai laissé un peu chercher. Ce qu'il faut, c'est quand on a plein de données, comme ça, que ce soit en physique, en maths ou ici en BIA, faire un dessin et placer les données sur ce dessin. Donc, je vais commencer par dessiner mon avion. Encore une fois, j'espère que vous apprécierez la qualité de mon avion. Waouh, hein, il ne va pas en s'améliorant, mais on s'en fout. C'est un avion. Ensuite, j'ai plusieurs éléments. On me dit un altimètre calé sur 1013,25 hectopascal indique 10 000 feet. Ça veut dire que là, il est en quoi comme calage? S'il est calé sur 1013,25, c'est lequel des trois calages? La mer. C'est le? Non. C'est 1013,25, c'est ce qu'on appelle le calage standard. Standard. Donc là, il est en calage standard. D'accord? Le calage standard, je vous rappelle, c'est mon stylo qui écrit de moins en moins. C'est effectivement 1013,25. Bon, c'est des hectopascales, hein, je ne vais pas le préciser à chaque fois, mais ok. Et là, je sais qu'il m'indique 10 000 mètres. 10 000 feet, pardon. Donc là, je sais que ici, il est à 10 000 feet. Comment ça s'appellerait quand on est en calage standard, cette hauteur? C'est ce qu'on appelle le flight level, le FL. Et ici, il est en FL combien? 10. Non. 100. Regarde, il faut enlever 2 zéros, donc il est en FL 100. Donc actuellement, comme je suis en calage standard, c'est un D, pardon, je sais que quand il affiche 10 000 feet, je suis en FL 100. Ok? Ça, c'était le premier truc. L'aéronef survole un terrain d'altitude ZT égale 560 feet. Alors, je vais mettre ici mon terrain, hein, ça c'est le terrain. Ça veut dire quoi qu'il est à une altitude 560 feet? C'est par rapport à quoi cette altitude du terrain? Non. Par rapport à là? C'est par rapport à la mer. L'altitude, c'est toujours par rapport à la mer. Donc, quand je sais qu'il est à 560 feet, je sais que mon terrain, il est à 560 feet par rapport à la mer. ZT, c'est quoi? C'est l'altitude. Z, c'est pour donner l'altitude. Bah, j'avais pas compris. Ah oui, Z, c'est... en fait, X, Y, c'est les deux qui sont sur l'avion. Voilà. Hop, je reprends mon avion. X, Y, alors je sais jamais lequel est lequel. Et Z,
C'est la verticale. Ok. Ok. C'est une habitude d'appeler Z la verticale. Ok. Donc ZT, c'est le Z du terrain, voilà, qui vaut 560 feet. Donc c'est forcément par rapport à la mer. Ok. Et on me dit le QFE du jour, c'est 1003 hectopascal. Alors le QFE, c'est la référence de quoi? Du terrain. Du Enfin, terrain. de la- Exactement. Donc là, je sais que j'ai un QFE qui vaut 1003 hectopascal. En gros, je sais qu'au niveau du terrain, je suis à 1003 hectopascal. Ok. Ça va? Mhm. Maintenant, la question, mon 1013, il est quelque part par là. Mais je ne connais pas la pression pour l'instant de ma mère. Et on fait- On peut faire des conversions. Maintenant, la question, c'est combien j'ai de feet par rapport aux hectopascales? La relation, c'est quoi? C'est 560. Alors, plus simple. Déjà, c'est combien je perds d'hectopascal par feet ou de feet par hectopascal? 28. Exactement. Je sais que je perds 1 hectopascal quand je fais 28 feet. Ok? Donc, ce que je peux calculer, c'est convertir cette distance-là. Ouais. Ça, c'est une moyenne ou c'est réel? Ça bougera C'est une valeur pour vous constante. pas. Ok. Vous considérez que c'est tout le temps vrai. C'est pas la réalité 100%, c'est on va dire la jolie généralisation qui pour vous suffit. Quand après on veut faire différemment, on va faire voilà. X c'est l'axe X c'est l'axe gauche-droite et Y l'axe d'avant en arrière et Z la hauteur, effectivement. Du coup, je vais essayer de convertir mes 560 feet ici. Ça fait combien? Je fais 560 fois 1 divisé par 28. Ça fait 20. Ah ben oui, comme ça. Donc là, ici, je sais que mes 560 feet, ils correspondent à une perte ou un gain de 20 hectopascal. Ok? Alors maintenant, je regarde. Si je connais mon QFE ici, est-ce que je peux déduire mon QNH? Oui. Il vaut combien? Euh, Est-ce que la pression, elle est plus haute ou plus basse quand je suis... Plus basse. Pourquoi elle vaut 900? Non, perdu. Regarde, la pression, 1023. imagine, la pression, c'est l'air qui appuie sur ta tête. Ah, 1023. Si je suis ici, il y a moins d'air que si je suis ici. 1023. Voilà, ça fait 1003 plus 20, donc 1023 hectopascal. Ok. Donc si je regarde mon QFE 1013, mon QNH 1023, le calage standard, il est où? Il est entre les deux. Je ne l'avais pas tracé en fait, je me réservais la possibilité de le décaler, soit au-dessus, soit en dessous. Le calage standard, ça dépend de la météo en fait. Des fois, le 1013, il se retrouve en dessus, des fois, il se retrouve en dessous. Il peut être un peu n'importe où. Ok. Donc maintenant que j'ai fait mon schéma, je sais que mon calage standard, il est par ici. Ok. La vraie question, c'est de se dire, ok, je sais que j'ai un saut de combien ici en pression. Donc ça, le 20 hectopascal, là, je vais le remettre en noir, vu que c'était ma flèche noire. 20 hectopascal. Mais ici, j'ai combien en saut? Je sais que j'ai combien là? Entre 1013 et 1003, Il y a j'ai 10,25. Ouais. Donc là, je sais que j'ai 10,25 hectopascal. Que ce que je peux reconvertir en feet si j'ai envie. Je reprends ma règle. 1 hectopascal, c'est 28 feet. Moi ici, j'en ai 10,25. Ça me donne combien de feet? Alors là, il faut sortir la règle, la calculatrice. Hein. Bon, on pourrait faire à peu près 10 fois 28, ça ferait 28 fois 10. 280. 280. Et 0,25, c'est un quart de 28. 28 divisé par 2, 14. Redivisé par 2, 7. Donc ça me ferait ici 287 feet. Donc je sais que ici, j'ai 287 feet. Ok? Donc là, ici, je sais que ça correspond à 287 feet. Ok? Ouais. Alors pourquoi j'ai fait tous ces calculs? Ben parce qu'en fait, maintenant, si je sais que je suis en calage QFE,
calage QFE, ça c'est mon 0. Si je veux la hauteur qui est là, je sais que de là à là j'ai 10 000, mais de là à là j'ai 287, donc là j'ai combien? Si là j'avais 10 000, là j'ai 287. Regarde, ça c'est la somme de lui plus lui. Donc c'est 10 000 moins 287. Ce qui nous fait 3, 1. Donc là ça me fait 300, 7, 9713 feet. Je vérifie quand même que je ne sois pas planté, que je vous raconte pas des conneries. Blablabla. En fait, j'ai pas regardé la question, je crois. Oups. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, ça c'est si je suis en calage QFE. T'es d'accord? Si je suis en calage QNH, ça me donne plus cette distance-là, ça me donnerait toute cette distance-là. Du coup, il faudrait que je connaisse. Ici, je connais celle-là, mais je connais pas celle-là. Est-ce que je peux la savoir facilement? Oui. Oui. Regarde, je sais que ça fait 560, ça fait 287, donc ça, c'est la différence des deux. 560 moins 287. Ce qui me donne 300, 200, 213 feet. Ok. Donc, si ça c'est 10 000 feet et que ça c'est 213 feet, ici, si je suis au calage QNH, j'aurai une altitude de 10 213 feet. Ça c'est mon altitude. Est-ce que ça va l'idée? Oui, ça va. Je suis pas sûr que vous ayez des calculs aussi compliqués que ça. Après, c'est pas très compliqué, vous voyez, il faut juste faire un dessin. Mais du coup, hier, on n'aura pas la calculette. Non, voilà. C'est pour ça que j'ai essayé de vous montrer des petites astuces. Ouais. Ok. Est-ce que l'idée ça va? Et vous voyez qu'en fait, le plus dur, c'est de faire un joli schéma. Bon, joli, tout est relatif, mais un schéma où on arrive à s'y retrouver. Ok. Emma, ça va à peu près? Avec un magnifique avion. Ouais, avec un avion de qualité. Emma, ça va à peu près l'explication ou pas? Hop. J'attends une seconde. Emma? Bon. Elle est peut-être en train de se concentrer. Voilà en gros la première question. Donc ce que je te propose maintenant, c'est d'essayer de faire la deuxième par toi-même. Ok? Allez, je te laisse une minute pour faire ça. Hop. Alors, comme d'hab, on fait un dessin de qualité. Dessin de qualité, on commence par l'avion d'école du Figeac Livernon, ZT égale 1086 feet. Ça veut dire quoi comme info ça, ce 1086 feet? Ça veut dire que mon aérodrome de Livernon, ici, par rapport au niveau de la mer, il est à 1086 feet. Jusque là, c'est ce que tu avais fait? Ouais. Ok. Un calage QFE de 980 hectopascal. C'est l'info sur quoi ça? Sur les Vernons. C'est l'Hivernon. À l'Hivernon, je sais qu'on est à 980 hectopascal. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le calage QFE. J'aurais pas dû prendre ce stylo. Je vais le refaire, pardon. QFE de 980 hectopascal. Ok. On nous dit ensuite, le pylône situé près de sa route vers Aurillac a une altitude de 2769 feet. Donc je fais un pylône là. Ceci est un pylône. Au revoir. Ceci est un pylône. Qu'est-ce que je sais sur son info à ce pylône? Il est à? Il est à 2769 feet de la mer. Ah voilà, exactement. Donc en fait, mon pylône ici, il n'est pas très représentatif, mais il est à 2769 feet. Le haut du pylône est à 2769 feet de la mer. Ok. Alors, AMSL, ça veut dire quoi? Ça veut dire Above Mean Sea Level. Au-dessus du niveau moyen de la mer. C'est ça que ça veut dire, le AMSL.
À quelle altitude doit-il le survoler pour respecter une marge de 150 mètres? Donc là maintenant, il faut que je regarde. Ici, il faut que je passe à 150 mètres. Donc ça doit être mon niveau de vol. Mon altitude, pardon. Ok. Du coup, on avait dit 150 mètres, c'est 495 feet. Alors, il faut que je convertisse les mètres en feet. Comment je fais ça? Je sais que 1 mètre, c'est environ... Alors normalement, c'est 3,28. Si je prenais 3,28 feet, ça me donnerait 492. Si j'ai pris 3,3, ça me donne 495. On n'est pas à 3 près. Donc là, ici, on va dire... Moi, je vais prendre 492, mais je te ferai le calcul, si tu veux, avec la version arrondie. Je vais te la faire en bleu. Si tu avais... C'est bon? Je vais refaire. Ok. Je suis pas allé plus loin que ça. Donc ici, je sais que mes 150 mètres, c'est aussi 492 feet. Donc, première question, quelle sera la... Alors, à quelle altitude on doit le survoler pour respecter une marge de 150 mètres du coup? Ça va être quoi mon altitude? L'altitude, ça va être ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'altitude. T'es d'accord? Oui. Donc il a fait combien mon altitude dans mon exemple? Ça fait 2769 plus 492. Plus 492. Ouais. Alors est-ce que tu sais faire une addition comme ça? Je te montre. Je le mets ici. Ok. J'additionne d'abord les unités. 9 et 2, 11. Ça me fait un 1 et je retiens 1. Oui. 9 plus 1 plus 6, Ça fait 16. 16. Donc je retiens 1. 7 plus 1 plus 4, ça me fait 8. Plus 4, ça me fait 12. Je retiens 1. 3161. 3261. Fit. Jusque là, ça va? Attends, on a oublié un truc là. Non. Ok, non, c'est bon. C'est bon, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut savoir d'autre? Est-ce que j'ai rajouté... non, on a oublié un truc. Non, c'est bon, ok. C'est bon. Il faut calculer la hauteur par rapport à la piste. Ouais, donc la hauteur, Très bien. ici. Donc la hauteur, elle va être où? Elle va être... C'est ça la hauteur, hein. T'es d'accord? Il faut qu'on trouve la hauteur du poteau par rapport à la piste. Ouais, mais regarde, si je sais que tout ça, ça fait 3261, et que je sais que là, j'ai 1086, C'est 3261 moins 1086. 3261 moins 1086. Alors, c'est une soustraction, donc il faut faire exactement l'inverse. Combien il me faut de 6 pour aller vers 1? 6. Non. De 6 pour aller vers 11. 5. Le problème, c'est que quand je fais ça, comme j'ai été vers 11 et pas vers juste 1, je bouffe une unité ici. Combien il me faut pour aller de 9 vers 6? Vers 16 du coup. Il me faut 7. Mais comme j'ai été vers 16, je bouffe une unité ici. 1 vers 2, il me faut 1, et 1 vers 3, il me faut 2. 2175 feet. C'est ça ma hauteur. Est-ce que ça va à peu près ou pas? Mis à part le côté soustraction. Ouais, ça c'est. Sinon, tu vois que les calculs, si je m'organise bien, en fait, c'est plutôt pépère. Ok. Ok. Ensuite, on me demande quoi? Quelle sera la hauteur indiquée par l'altimètre s'il ne modifie pas le calage? Quel est alors son FL? Alors le problème, c'est que le FL, il est donné par rapport à quoi? Est-ce qu'il est donné par rapport à l'Hivernon ou par rapport au niveau de la mer? Par rapport aux deux, ça dépend. Non. Le FL, il est donné par rapport au calage De la mer. standard. Ouais. Par rapport au calage standard. Donc ici, le problème, là, je suis à 980 hectopascal.
Ma mère, elle est à combien? On sait pas. On ne sait pas. Donc moi, ce que je te propose, on calcule la mère, et ensuite on place le calage standard, soit en dessous, soit en dessus, comme ça on saura où on est. Donc ici, j'ai 1086 feet, il faut que je le convertisse en hectopascal. Je sais que j'ai combien? 28 feet, ça me donne 1 hectopascal. Et moi je cherche pour 1086 feet. Il faut que je fasse 1 fois 1086 divisé par 28. Allez, vous n'aurez pas des calculs comme ça, hein, donc on va le faire directement à la calculatrice. Est-ce que sinon tu veux que je te montre comment on le fait en manuel, la division? Non, j'arrive. Ok. Ça fait 38,8 hectopascal. D'accord? Donc là, je sais que j'ai un saut de 38,8 hectopascal. La vraie question, c'est que du coup, est-ce que je suis plus grand de 38 ou plus petit de 38? Plus grand. Oui. C'est ce qu'on appelle le QNH. Il vaut 980 plus 38,8. Il vaut donc plus 20, ça me fait 1000. Donc ça me ferait, il me reste 18,8 que j'ai pas utilisé. 1018,8 hectopascal. Donc là actuellement mon QNH il est de 1018,8 hectopascal. Du coup mon calage standard il est où? On avait dit que c'est combien mon calage standard? 1013,25. 1013,25. Il se retrouve où par rapport à ça? Quelque part au milieu. Calage standard. Oula, il faut que j'arrête de mettre un T. Standard. Il est à 1013,25. Oula. Il est ici. Donc ici, il est quelque part. Alors je suis désolé, je le trace en plein milieu, mais il est quelque part par là. Maintenant que je sais ça, il faut que je réfléchisse. Ce que je cherche moi, c'est que je vais être en calage standard pour pouvoir calculer son flight level par rapport au calage standard. C'est ça que je vais chercher. Ok? Ouais. On cherche. Voilà. J'ai pas cette hauteur pour l'instant. On la trouve En faisant? moins 980, moins. Ouais, exactement. Ici, je sais que j'ai 1013,25 moins 980 hectopascal, ce qui me donne alors, 33,25 hectopascal entre les deux. Et il faut que je reconvertisse mon 33,25 hectopascal, sachant que 1 hectopascal c'est 28 feet. Je refais le même tableau ici. Et je cherche celui-là. Ça me fait 33,25 fois 28. D'accord? Oui. Ça fait 931 feet. Donc ici, je sais que ça correspond à 931 feet. Sachant que je sais que là j'en ai 2175, je peux dire que j'ai la flèche bleue, c'est cette flèche là plus cette flèche là noire. Donc je suis à un flight level, je suis ici à un niveau de vol qui vaut 2175 plus, qui est là, ok, plus la différence entre mon truc et là, c'est le 931. Je suis donc à égal 3106, c'est ça? 3106 feet. Ok. Et là, il faut le retransformer en hectopascal. Voilà. En FL. Non, on n'a pas besoin, on s'en fout. On nous demande pas qu'est-ce qu'il demande. On nous demande pas quelle est la pression affichée. On nous demande juste quel est son flight level. 31. FL 31. Alors si vous regardez dans les slides là, la correction c'est pas du tout la même. C'est juste qu'en fait, on peut passer par plein d'endroits pour calculer, suivant ce qu'on a déduit. Moi, quand je l'ai testé, pour ne pas vous raconter des conneries, je n'ai pas fait cette méthode exactement. Parce que c'est juste des soustractions et des additions, et suivant si j'ai pris ce là ou celui-là, ben à un moment, je ne vais pas calculer pareil, mais ça revient au même.
Ce qui est important, c'est d'avoir compris le concept du QFE, du calage standard et du QNH. Si vous avez compris et que vous avez compris que 28 feet c'est un hectopascal, bah déjà on est bien. Deuxième chose, il faut se souvenir que quand je suis en altitude, je perds 2 degrés pour 1000 feet. Ouais. Donc si ici j'avais une certaine température, et bien là-haut j'aurais perdu de temps et du coup il faut penser que ça peut avoir des effets sur mon altimètre du coup. Ok. Voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir. C'était ça la partie dure d'aujourd'hui. Oui, je t'écoute. Ok. Voilà en gros l'idée de cette partie-là. Donc là dans les slides, vous avez toute la correction. Je reviens pas dessus. On retrouve exactement les résultats qu'on a trouvés tout à l'heure, mais pas exactement. Ah mince, pas exactement avec la même méthode. D'accord. Donc c'est pas grave. De toute façon, ça revient au même. Hein. C'est juste que des fois, au lieu de déduire ça, on déduit ça et on fait les conversions après au lieu de les faire avant. Donc voilà. Ok. On peut tout faire en pression et à la fin convertir en feet, tout faire en feet et à la fin convertir en pression. Ça n'a pas d'impact. Voilà pour les deux exos. Ok. Voilà. Ok. Donc ça, on l'a fait. Très bien. On est très content. Niveau 31, comme tout à l'heure, comme nous on avait trouvé. Hein. Ok. Donc on trouve sur les mêmes résultats. Attention, le QFE, c'est ce qu'on disait par rapport au niveau de l'aérodrome. Ça n'a d'intérêt que sur l'aérodrome, quand on fait des vols de tour de piste pour s'entraîner, pour apprendre à piloter. Dès que je vais bouger ailleurs, les cartes, comme celle-ci là, à chaque fois ici, il donne toutes les infos par rapport au niveau de la mer. C'est normal, parce que le niveau de la mer, c'est le même partout, alors que le niveau de la piste, ça dépend par rapport à où on parle. Donc en gros, tout est donné ici en QNH. Toutes les altitudes qui sont données en QNH. Donc dès que je vais vouloir aller ailleurs que de mon aérodrome pour faire des allers-retours ailleurs, ben, il faudrait que je pense que tout est donné en QNH, donc il faut que je fasse un calage plutôt QNH. Ok. Voilà. Voilà, et les VFR, c'est les niveaux, c'est FL35, c'est ce qu'on disait. D'accord. Et pour choisir l'altitude, en fait, quand je vais préparer mon vol, il faut que je choisisse à quelle altitude je vais voler. Ben, ça dépend de mes obstacles, ça dépend de mon attitude de mes aérodromes de départ et d'arrivée, etc. Je te montrerai tout à l'heure, il y a un site qui s'appelle Mach 7, ce site-là, qu'on peut s'inscrire gratuitement, hein. Ça s'écrit Mach 7, inscription gratuite et c'est sur Android et sur ordi. Et en fait, on peut s'inscrire et on a accès à la carte et on peut préparer un plan de vol. Et il te donne exactement la direction, etc., avec les angles. Donc c'est très bien, ça permet de commencer à préparer sur la carte et ça te donne une vue aussi du relief qui risque de t'embêter. On va le voir juste après. Donc quand on prépare un vol, il y a une grosse préparation au sol. La préparation au sol, c'est quoi? Bah déjà, en fait, il faut tracer tout sur la carte. Donc ici, nous, quand on est en vol VFR, on est souvent sur une carte 1/500 millième, ce qu'on disait l'autre fois. Quand on fait des vols IFR, c'est-à-dire les vols aux instruments, c'est les cartes 1 millionième, etc. Nous, on est sur du 1/500 millième. On vérifie aussi les zones R, D. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? C'est zone pas interdite, mais Allez, exactement. RDP. réglementée. P, prohibited. Ça, c'est interdit. Ok. D, c'est dangerous. C'est pas conseillé d'y aller, mais c'est pas. Voilà, c'est juste des zones dangereuses. R, c'est pour regulated. Restricted, plutôt, en français, je crois. Restricted en anglais. Et ça veut dire des zones réglementées. Ça veut dire quoi une zone réglementée? C'est-à-dire que quand je trace sur ma carte ici, et si je dois passer dans une zone qui est restricted, je dois contacter les responsables pour dire attention, dans mon vol, je passerai chez vous à tel endroit, à tel moment, à telle altitude. Et eux, ils vont vous dire non, vous passez plutôt à telle altitude, non, vous déviez, non, etc. Ok? Voilà. Mais en tout cas, le contact est obligatoire dans les zones R. On est obligé de contacter et en fait, en permanence, on contacte. Voilà. Et il faut aussi prévoir que si la météo se dégrade, il faut prévoir les aérodromes où on pourrait s'arrêter au cas où. Que si jamais l'aérodrome de destination, il se passe quelque chose entre temps, j'en sais rien, il y a eu un accident, il y a eu des trucs,
qu'on connaisse l'aérodrome un autre à côté pour pouvoir aller se poser. Parce qu'on n'a pas un temps infini dans le ciel, on a une essence limitée, donc il faut se poser un moment, quoi. Okay. Et si par exemple, il se trouve qu'en face de nous, il y a la météo qui se dégrade, il faut qu'on ait les aérodromes aussi sur le trajet pour se dire, je peux me poser là-bas, si besoin. Ok. Voilà. Ensuite, il faut prendre les NOTAM. Alors les NOTAM, c'est quoi? C'est une liste d'infos. Il faut imaginer un peu comme quand on est en voiture, je ne sais pas si tu as déjà écouté, il y a la radio qui nous annonce les accidents, les trucs comme ça. Les NOTAM, c'est un peu ça. C'est en gros, c'est un site, c'est des bulletins d'information de dernière minute qui disent « Attention, dans tel aérodrome, la piste numéro tant, elle n'est pas utilisable parce que... » Attention, à tel endroit, pas très loin de l'aérodrome, il y a un pylône maintenant, qui ne sont pas sur les cartes. Attention, il s'est passé ça à tel endroit. Bref, ça donne toutes les infos qui sont en train de changer. Quand on prépare son vol, on est obligé de regarder toutes les NOTAM pour aller chercher celles qui nous concernent, pour voir est-ce qu'elles ont un impact ou pas. Un exemple que m'a donné Kevin, c'était que à un moment, il y avait le président qui était allé aux grottes de la cave. Et il y a quelqu'un qui était avec son avion, comme ça, d'un petit aéroclub, hein, et le NOTAM disait interdiction de survoler les grottes de la cave. Parce qu'il y a le président, donc c'est un problème de sécurité nationale. Et bien le mec, comme il n'a pas respecté ça, comme il a mal préparé son vol, il a pris une amende. Il a été poursuivi en justice pour non-respect de la règle. Voilà. Il faut le savoir. Donc quand on prépare son vol, on fait attention. On prépare aussi les dernières infos météo. Ce que je disais tout à l'heure, le TAF, c'est le Terrain of Arrival Forecast, c'est-à-dire les prévisions de l'arrivée du terrain d'arrivée. Okay. Et aussi le METAR. METAR, c'est la météo aussi. Voilà. Donc le METAR nous donne les informations des différents vents qu'on a sur notre trajet et de tout ça, quoi, de tout ce qu'on a besoin pour préparer notre vol efficacement. Ok. On se souvient, le vent, pourquoi c'est important? Pour pas être décalé. Voilà, il nous dévie. Donc si on sait qu'on a un vent de, par exemple, 270, il faut y penser parce que quand j'ai calculé ma route, eh bien, il faut qu'en fait je prenne un cap qui est différent de ce que je veux. Parce que comme ça, avec la déviation, hop, je vais être sur la bonne route. Ok? Ok, très bien. Et ensuite, il faut aussi préparer les documentations. Alors, la licence, le carnet, les cartes VAC du terrain de départ et d'arrivée. C'est quoi les cartes VAC? C'est ce genre de cartes-là qui nous disent, par exemple, ça c'est celui de Figeac Liverno, qui nous dit la piste elle est là. Elle nous donne ici l'orientation de la piste. Donc si on regarde bien ici, elle est à 112 292, donc c'est une piste 11 29. Ok. Tu te souviens, on prend que les dizaines. Voilà, ça nous dit aussi, là, ici, ça nous donne le sens où on peut atterrir, mais c'est toujours, on regarde le virage final, là, il est dans ce sens-là. Ce qu'on appelle main gauche. C'est-à-dire que quand on va faire un tour de piste, on tourne tout le temps à gauche. Mon tour de piste par rapport à ma piste, il existe deux conventions. Hein. La convention la plus commune, c'est que si j'ai ma piste ici, pour faire un tour de piste, voilà. Là, j'ai fait virage à gauche, virage à gauche, virage à gauche, virage à gauche. Voilà. Mais ça nous précise ça aussi. Ça nous précise, est-ce que des hélicos peuvent se poser? Est-ce qu'il y a du parachutisme? Est-ce qu'il y a un restaurant? Est-ce qu'il y a un club qui gère la fréquence qu'il faut contacter quand on veut atterrir? Est-ce qu'il y a une tour de contrôle? Toutes les infos nécessaires pour pouvoir arriver correctement, hein, en fait. Pardon. Voilà. C'est bon l'idée? À peu près? Ok. Donc ça, c'est les cartes VAC. Il faut les certificats d'immatriculation, etc., etc., la fiche de pesée, l'attestation d'assurance, bon, un peu comme une voiture. Ok. Et là, ici, on a des cartes qui nous donnent un autre type. Là, c'est celui de Rodez. Alors, Rodez, je ne sais pas si tu vois, ici, on a des zones comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait parlé la dernière fois de TMA et de CTR. Voilà. Et bien, en fait, c'est ce qu'on voit ici. Le CTR ici, toute cette zone-là, là, c'est la zone où, à partir du sol jusqu'à une certaine hauteur, j'ai pas le droit d'être comme ça n'importe comment. Parce que ici, il y a plein d'avions qui volent en IFR. La piste, elle est équipée, l'aérodrome est équipé. Donc, comme eux, ils ont du pilotage automatique. En fait, ils ont des données hyper précises, ils sont calés et tout ça. Donc, nous, avec les avions en VFR, on n'a pas le droit d'aller n'importe où. Bon, eux, ils n'ont pas le droit d'aller n'importe où aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas le droit d'aller n'importe où.
Et donc les CTR et TMA, ça me dit que sur mon trajet, à cet endroit-là, j'ai pas le droit d'être entre telle et telle altitude. Et ensuite, il faut que je contacte tout le monde pour ensuite faire mon plan de vol, etc. Ok ? Voilà en gros l'idée. Hein. On peut aussi déposer un plan de vol dans certaines zones ou certains contrôleurs aériens. Ça peut se faire sur Internet, ça peut se faire par fax, ça peut se faire depuis le téléphone directement quand on est dans l'avion. C'est pas conseillé, c'est mieux de le faire avant, mais bon voilà. Par exemple, la dernière fois, Kevin et Olivier sont allés en Corse. Ils ont dû déposer un plan de vol avant d'arriver, quoi. Voilà. Ils ont transmis ça et donc ça a permis que les autorités sachent ce qu'ils vont faire. Voilà. Ensuite, quand je vais vouloir faire mon vol, donc là c'était la préparation papier en gros. Papier, mais il y a des applications qui permettent de faire aussi. Bien sûr, on prépare, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on commence ? Je vais à mon avion, je pars direct ? Non, on peut pas sur la carte du coup, je pense. Alors, on a déjà fini la carte. Hein. Je prends ma carte avec moi dans l'avion, j'ai tous les papiers avec moi dans l'avion. Qu'est-ce que je fais avant de mettre le contact et commencer à partir ? On vérifie. Ouais. Ah oui, on vérifie, on fait un tour de l'avion. Il y a ce qu'on appelle la visite de pré-vol. D'accord ? Il faut faire absolument le tour de l'avion. Alors qu'est-ce qu'on va vérifier ? On va vérifier plein de trucs. Les gouvernes, les niveaux d'huile, les niveaux d'essence, l'état général. On va vérifier la sonde de pitot. Tu te souviens de ce que c'est la sonde de pitot ? Elle mesure la pression en face là. Pression dynamique. Pression totale, pardon. Voilà. Et on vérifie un peu tout ça. On vérifie qu'il n'y a pas une toile d'araignée dans ce truc-là, par exemple. Ça voudrait dire qu'il y a une araignée aussi et ça peut gêner les mesures. Et si ça gêne les mesures, ça veut dire que j'ai pas la bonne altitude. Et je peux être vite déçu. Ok ? Voilà. C'est obligatoire et donc il faut le faire avant chaque vol, même si l'avion il a volé juste avant toi. Hein. Tu sais jamais ce qui a pu se passer en vol. Le pilote s'en est pas rendu compte, donc tu fais un tour systématiquement. De toute façon, c'est ta sécurité qui est en jeu et aussi celle des autres potentiellement. Donc il faut absolument regarder. Ensuite, avant de décoller, il y a des checklists. Alors les checklists, c'est quoi ? On va vérifier, par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, il y a les magnétos qui permettent d'alimenter les alternateurs et tout ça. Je vais essayer que l'un, que l'autre, pour être sûr que mon moteur, s'il y en a un des deux qui lâche en vol, il marche moins bien, mais il marche quand même. Et ça permet d'alimenter, oui, pardon, pas les alternateurs, je dis n'importe quoi, les bougies. Les bougies, excuse-moi. Donc les magnétos permettent d'alimenter les bougies et tu sais que tout est doublé. Donc je teste que les droites, que les gauches, les deux ensuite bien sûr, mais au moins je sais que ça marche. Ensuite je teste, je mets le moteur à fond, je mets pas le moteur à fond. On fait plein de tests comme ça, il y a une liste obligatoire à vérifier, on fait un. D'ailleurs dans tous les films, ce qu'on voit, on entend le copilote dire des trucs et le pilote dire check. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils font une pré-liste et ils sont en train de vérifier que les instruments fonctionnent, qu'ils sont calés, qu'ils sont, etc. Ok ? C'est sur un papier qui est lié à l'avion. Oui. Voilà. Voilà. Et c'est indispensable à la sécurité. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, on nous dit en vol, mais en fait, avant de commencer à m'engager sur la piste, je vais m'annoncer pour que les autres avions qui veulent utiliser la piste sachent que je suis au parking, je vais m'avancer. J'attends de voir s'il y en a d'autres qui ont décidé de s'engager sur la piste avant de moi commencer à m'engager. Et quand je vais m'engager sur la piste, je vais l'annoncer à la radio pour que tout le monde l'entende. Ok ? Si c'est un endroit, si c'est un aérodrome qui a une tour de contrôle, bien entendu, c'est la tour de contrôle qui donne le feu vert pour y aller. Quand c'est comme à Figeac-Livernon, c'est de l'autorégulation. C'est-à-dire que je l'annonce. S'il n'y avait personne qui avait rien annoncé, je peux dire j'y vais et j'y vais quoi. Bon, je vérifie quand même dans le ciel pour être sûr, mais dans l'idée, c'est tout le monde va prendre son tour en attendant que les autres aient fini. Voilà. En vol, on fait attention à respecter tous les points qu'on avait préparés. Le but, c'est de ne pas s'éloigner de sa route qu'on avait préparée. Parce que si on s'éloigne, c'est plus préparé. On n'a pas préparé 150 km autour, quoi. Donc, le but, c'est de suivre les points. D'accord ? Et à chaque fois, si on a eu un décalage par rapport à la réalité, ça veut dire qu'il y a eu du vent. On peut le suivre sur la carte, on peut mesurer la quantité de vent et on peut donc corriger comme ça les caps et tout ça. Ok, ça se fait directement sur la carte, on dit je suis là et pas là. Hop, on regarde un triangle, ce qu'on appelle le triangle des vitesses, et on va dire j'ai tant de vent, il faut que je compense de temps. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. D'accord ?
Et en fait, on a un tableau Excel qu'on remplit, un tableau sur le papier, hein, qu'on remplit au fur et à mesure, et on fait des additions et soustractions pour compenser au fur et à mesure notre vol. Voilà. On vérifie aussi que la consommation de carburant elle est conforme aux prévisions, parce qu'on a prévu, quand on a fait la prédiction ici, on a calculé les directions, mais on a aussi calculé les temps et la consommation. Pour être sûr d'avoir une marge de manœuvre, que si jamais on ne peut pas se poser à cet aérodrome-là, il faut pouvoir aller à celui d'à côté, quoi, et avoir une marge de manœuvre. Il ne faut pas tomber en panne de carburant, ça ne fait pas comme sur la voiture, c'est un peu plus triste. Forcément. Il faut respecter les zones, P, D et R. Et bien sûr, quand on va dans les zones R, qui sont les zones qui sont réglementées, il faut absolument contacter les autorités. Ok ? Voilà. Faut écouter les radios dans les zones contrôlées pour recueillir des informations sur les autres trafics. Donc là, dans ces trucs-là, on a les numéros radio, on va le regarder juste après, hein, des stations qu'il faut écouter pour le contrôleur aérien, en gros. Voilà, on a tout dessus. Voilà. Mais en fait, quand on s'est préparé le log de voyage, on se note à chaque fois la radio qu'il faudra régler. Plutôt que d'aller relire la carte, tu vas voir, c'est tout petit. On se le note dans le tableau qu'on avait déjà préparé, comme ça on sait directement, ah attention, là il faudra que je change de radio. Voilà. Et en plus, on peut avoir des infos météo. En VFR, ce qui compte, outre la préparation, c'est de faire attention. Parce que, bien sûr, il y a d'autres usagers, comme en voiture, mais en avion, c'est... Voilà. Et il faut surveiller le ciel, il faut regarder l'intérieur de la cabine. Il faut pas... Pardon. Voilà. Il faut essayer de pas trop regarder l'intérieur de la cabine. Tu verras si tu as ton BIA, j'ai pas trop peur pour ça, hein, mais que quand tu vas faire ton premier vol, on a tellement étudié les appareils qu'on va être en train de faire quoi ? De regarder que les appareils. Or, en vol VFR, ça veut dire visuel. C'est-à-dire, en fait, on devrait 10% du temps regarder les appareils, mais 90% regarder autour. Le vol VFR, c'est un vol aux sensations plutôt. Ok ? Alors, bien sûr, il faut suivre les appareils pour suivre la route et tout ça, mais comme on a beaucoup bossé sur les appareils, on a tendance, et moi le premier, ce que j'ai fait la première fois que j'ai fait mon vol, je n'ai regardé que mes appareils. Et l'instructeur m'a dit, Stéphane, on est en vol VFR, ça se passe dehors en fait. Voilà. De temps en temps, tu regardes tes appareils, mais c'est comme en voiture. En voiture, si on regarde que la vitesse et qu'on ne regarde pas la route, c'est dangereux en fait. Voilà. En VFR, c'est pareil. Ok ? Voilà. Et on balaye le ciel pour essayer de... Voilà. Il ne faut pas rester fixé devant. Il faut tout le temps regarder à droite et à gauche parce que dans le ciel, il n'y a pas de route, une route où on est tous en parallèle, quoi. Il y en a qui peuvent arriver de droite, de gauche, de au-dessus, de en dessous, voilà. Donc il faut balayer au maximum l'espace qui est autour de nous. Voilà. Il y a bien sûr aussi les oiseaux, les antennes, les parapentes, les ULM, tout ce qui vole en fait, voilà. Et tout ce qui vole pas, des antennes ça vole pas trop. Ouais. Les oiseaux c'est grave, enfin, je dirais... Je sais pas, à ton avis ? Ouais, un oiseau. Alors, théoriquement, les oiseaux, ils font plus attention que nous. C'est eux qui se poussent. Mais, dans certains cas, il se peut que les oiseaux, notamment dans les très gros avions, ça arrive rarement, mais ça arrive régulièrement, que des oiseaux rentrent dans un des propulseurs ou des réacteurs. Et ça pète le réacteur. Plus ou moins gravement, mais ça peut péter le réacteur, ouais. Il y avait un film sur ça. C'était quoi ? Oh, je te retrouverai le nom. Il y avait un film sympa que j'ai regardé il y a 2 semaines. Sur ça où personne ne le croit quand il dit qu'il y a eu des oiseaux qui se sont éclatés des deux côtés, ils font des simulations, il explique son vol, voilà. Donc c'est assez marrant comme... Enfin marrant, non, c'est assez intéressant comme film. Voilà. Donc, je retrouverai le nom, je le regarderai tout à l'heure si tu veux. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on a préparé en avance, plus on est tranquille, quoi. Voilà. Après. Tout comme l'avion, la météo, ça se surveille tout le temps. C'est que en gros, si jamais on se rend compte que la météo elle est en train de se dégrader rapidement, faut pas se dire ah j'ai le temps. Jamais. Et surtout, on ne rentre jamais dans des nuages. En VFR, on ne rentre jamais dans des nuages. Il y a une super vidéo sur ça, c'est un planeur qui est rentré dans des nuages. Et jusque là on peut se dire c'est un planeur, ça craint pas grand chose. Ouais, sauf que dans les nuages, il n'avait plus aucun repère visuel. Et en fait il se trouve qu'à un moment, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il ne peut pas maintenir visuellement ni l'assiette, ni rien, il ne peut rien maintenir. Et en fait, il se trouve qu'à un moment, il s'est retrouvé comme ça, en piqué en plus comme ça, juste parce qu'il ne s'est pas rendu compte. Et quand il est sorti des nuages, il est passé à ça de la mort, quoi.
Voilà. Donc il faut y penser, on a interdiction de rentrer dans des nuages en VFR. On n'est pas équipé pour. On n'a pas assez d'instruments et assez de choses pour s'en sortir. Voilà. Et si jamais ça se gâte, il faut absolument rentrer à la maison et se poser, et voilà. Ok. Voilà, et les ATIS, ça permet d'avoir des évolutions des conditions, quoi. Voilà. Et donc pareil, quand on prépare l'arrivée, donc on est en vol, tout ça, ça s'est bien passé, on va atterrir, ben on pense à contacter l'aérodrome d'arrivée pour dire ouais, je m'approche et je vais venir soit me poser, soit je vais faire ce qu'on appelle un touche. Le touche, c'est je viens toucher la piste et pour repartir ensuite. C'est juste pour le plaisir d'être allé là-bas et de repartir. Voilà. En avion, ils aiment bien faire ça apparemment. Et en fait, il y a tout un schéma. Là, on le fait pas comme ça. C'est pas j'arrive de là-bas, je viens toucher et je repars. Non, non. Normalement, on fait un tour de piste, on s'intègre. S'il y a d'autres avions, on vient se mettre devant, derrière et tout ça en prenant de la marge de manœuvre pour que chacun ait le temps de se poser, se pousser, etc., etc. Ok. Voilà. Voilà. Et ensuite, il faut amener l'avion au parking en respectant les taxiways, c'est-à-dire qu'il y a des chemins qu'on a le droit de prendre ou pas de prendre, et il faut les respecter. Comme voilà. À la fin du vol, qu'est-ce qu'on fait quand on est arrivé? On remplit la feuille d'activité du club, d'accord, et aussi le carnet de vol personnel qui dit, on a une sorte de carnet où on note toutes les heures de vol et ce qui s'est passé, etc., etc. D'accord. Et bien sûr, le carnet de route de l'avion. C'est-à-dire qu'il y a 3 documents, celui du club, le tien perso et celui de l'avion. Celui de l'avion, c'est absolument nécessaire parce que les moteurs, ils doivent être vérifiés tous les temps d'heure. Et bon, en plus, tu payes en fonction du temps de vol que tu as fait. Donc, dans tous les cas, il y a une question sécurité, une question financière pour le club, après aussi. Mais dans tous les cas, la question sécuritaire, elle est absolument essentielle parce que les moteurs, il y a plein d'éléments qui doivent être vérifiés régulièrement en temps de vol. Et donc du coup, il faut que le club puisse suivre combien de temps de vol il y a eu en tout pour pouvoir faire les réparations et les vérifications nécessaires à chaque fois. Voilà en gros. Ça doit être entretenu périodiquement, etc. Et c'est le constructeur qui le définit. Tout est marqué dans le manuel de vol et c'est l'aéroclub qui doit s'occuper de tout ce qui est maintenance. Quand on loue un avion, par exemple la Figeac Livernon, en fait on le loue avec un tarif à l'heure qui comprend l'assurance de l'avion, la maintenance dont on s'occupera nous jamais en tant que pilote lambda, on va dire. Ça comprend aussi le carburant et l'avion lui-même qu'on loue, quoi. Donc ça peut paraître cher quand on dit c'est 160 € de l'heure par exemple. Ouais, mais en fait ça comprend beaucoup de choses et les frais qu'ils ont, les 160 €, c'est pas dans leur poche. Les frais, 160 €, c'est les frais, quoi. Un moteur à faire réviser, c'est extrêmement cher. Et si on divise le temps d'utilisation du moteur par le prix que ça coûte, ben en fait, les 3/4, ça part là-dedans, quoi, dans tout ce qui est révision. Voilà, plus bien sûr l'essence. Voilà. Bien sûr, faut faire attention à tout ça. Dernière petite chose, et on s'arrêtera là ici. La Terre tourne autour du Soleil et le rythme des saisons découle du mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Ok. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Ok. La Terre tourne sur elle-même et l'alternance jour-nuit, ça dépend du... en fait, on a le Soleil ici et la nuit, c'est quand on est à l'opposé du Soleil et le jour, c'est quand on est tourné vers le Soleil. Voilà. Ici, il y a un truc qui est une erreur qu'on fait souvent. Alors, je te la dessine ici parce que, en fait, il faut bien voir. Je vais faire le dessin parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui me disent « Ah, mais là, c'est le Soleil. » Ok ? La Terre, je ne sais pas si tu sais, mais elle fait en gros une ellipse par rapport au Soleil. C'est-à-dire que c'est un cercle, mais un peu déformé en longueur, d'accord ? Ma Terre, elle est là. Ok ? Et là, on pourrait se dire qu'on est en hiver, parce qu'on est loin. Ouais. Et en fait, pas du tout. On est en hiver quand on est ici. En fait, non, je l'ai fait à l'envers, pardon, mon axe. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser dans ce sens-là. Souvent, on le fait de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, c'est pas tellement l'été et l'hiver, il n'est pas trop lié à la distance. L'été et l'hiver, il est lié que, ici, tu es d'accord que tu as la couche d'ozone. Ouais. Quand on est ici, regarde le rayon, il a traversé toute cette distance-là, pour arriver chez nous. Si je reprends le même point ici, bon, en journée, hein, bien sûr, le même point qui est ici. Regarde le rayon, ce qu'il a traversé. Cette distance-là. Ici, comme il a traversé une plus grosse couche
d'atmosphère, les rayons, ils auront, en gros, ils auront été absorbés beaucoup. Donc il fera plus froid là que là. Mais c'est pas lié par rapport à la distance. La distance, elle n'a pas trop d'importance, en fait. Alors, pourquoi ? Parce que ici, c'est du vide. Si on était dans une salle de classe, si je me mets loin d'un radiateur et proche d'un autre, celui-là chauffe plus, forcément. Ok ? Mais ici, on est dans le vide. Ce qui transmet la chaleur, en fait, l'énergie, c'est quoi ? Les rayons du soleil. C'est les rayons. Et les rayons, globalement, ils s'en foutent de la distance. À peu de choses près. Hein. Alors, c'est relatif. Mais entre là et là, il n'y a pas une grosse différence de distance. Ce qui change, c'est qu'ici, il y a une grosse partie des rayons qui va être absorbée. Et ici, il y en a un peu moins. Donc, il fait plus chaud ici qu'ici. Voilà. Les rayons dans... Il fait plus froid de là et là il fait plus chaud. Ouais, mais c'est que mon dessin il est mal fait. Mon soleil, je vais le faire ici. Hop. Ah, ok. Voilà. On pourrait croire qu'il fait plus chaud ici, d'accord ? Mais en fait, il fait plus froid parce que il y en a plus qui sont absorbés. Pardon, c'était mon dessin qui était mal fait. Ouais. Et en fait, les rayons dans le vide, globalement, que je sois ici, ici, ils n'ont pas beaucoup bougé. C'est des rayons lumineux qui, en plus, ont beaucoup d'ultraviolet et d'infrarouge et ça chauffe. Ça chauffe bien. Ok ? Voilà un peu l'idée, d'accord ? Et c'est ici l'axe d'inclinaison, on avait dit, c'est à peu près par rapport à cette ellipse là. Ici, j'ai un axe d'inclinaison de 23 degrés à peu près. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux. Donc tu vois que l'hiver, le soleil, il est plus près de la Terre, théoriquement. Mais comme je suis penché, les rayons ici, ils ont été un peu plus absorbés dans l'atmosphère. Donc ça marche moins bien. Voilà, ça chauffe moins. Les mesures du temps en heure locale, c'est quoi l'heure locale ? C'est midi quand ça passe sur le méridien. C'est ça le concept de midi normalement. Sauf qu'ensuite les pays, des fois ils sont sur plusieurs tranches de méridien. Ouais. Et du coup, on va pas mettre 12 heures dans le même pays. En tout cas sur les petits pays, il n'y a pas besoin. Okay ? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dessiné eux-mêmes ensuite d'une heure qu'ils voulaient. D'accord ? Alors bien sûr, il fallait une référence d'heure légale. Pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a pris une référence, c'était le Greenwich. C'est toujours Greenwich, hein, de toute façon. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux petits trucs. Dans certains très grands pays, comme par exemple les États-Unis, qui sont énormes en fait, hein, ils sont sur plein de tranches horaires. Là, c'était trop compliqué de mettre une seule heure pour tout le monde. Donc entre l'Est et l'Ouest, il y a, je crois que c'est 6 ou 7 heures de décalage. Le pays, on a l'impression, vu d'ici, que c'est pas si grand, mais si, c'est si grand. C'est vraiment si grand. Ok ? Donc il faut le penser, c'est qu'il faut beaucoup de temps en voiture pour traverser les États-Unis. Ça se fait pas comme en France en 10 heures, quoi. Ça se fait en beaucoup plus. Voilà. On le voit pas bien souvent sur les cartes, mais parce qu'on est loin et qu'on s'en fout un petit peu, soyons honnêtes. Mais les road trips à travers les États-Unis, c'est des trucs qui prennent énormément de temps. Voilà. Et en Chine, malgré le fait que ce soit hyper grand aussi, la Chine c'est régime communiste, ils ont décidé que tout le monde dans le pays aurait la même heure. Voilà. Malgré le fait que ce soit une heure très grande. Voilà. Et les heures universelles, c'est ce qu'on appelle les heures UTC, TU ou GMT. GMT plus 2 par exemple. Voilà. C'est par rapport à Greenwich. Ok. Voilà, en gros. Et là, on voit un petit peu les zones sur certains pays. Hop. La nuit aéronautique, il faut voir que, quand j'ai la nuit et le jour, donc ça on sait le définir, hein, c'est l'heure de coucher et de lever du soleil, c'est-à-dire quand il disparaît à l'horizon. En aéronautique, on rajoute un petit peu en dessous de l'horizon. C'est-à-dire que même s'il est passé après, on est encore dans la journée. D'accord ? Voilà. Donc la limite, elle est après l'horizon. C'est comme ça. Et pareil pour le matin. Donc en fait, elle commence à peu près 30 minutes après et elle commence 30 minutes avant. Elle finit 30 minutes après et elle commence 30 minutes avant. Quand on est dans les latitudes 30 à 60, c'est-à-dire par chez nous. Quand tu es proche de l'équateur, cette limite-là, elle est un peu différente. Ça fait que 15 minutes d'écart. Voilà. J'ai pas vu de questions sur ça. Hein. Voilà, on a fini cette partie-là. Est-ce que tu as des questions ?